Azoulaouen, bonsoir. Il aurait pu tarder un petit peu à me laisser reprendre mon souffle. Donc, ça n'aurait pas été plus mal. Donc voilà, merci pour ceux qui sont venus. Je vais essayer d'entrer dans le vif du sujet. Avant tout, je suis poétesse. Mon univers, c'est la poésie. Et je pense que s'il y a un domaine où on peut prendre conscience le plus de l'importance de la petitesse des choses qui semblent insignifiantes, petites, les êtres humains qui semblent insignifiants, qui ne prennent pas beaucoup de place, mais qui en réalité changent le cours des choses, qui sont importants. S'il y a un domaine où le titre devient secondaire par rapport à ce qu'il y a dans le contenu, où les vers, même les plus beaux, n'arriveront jamais à camoufler la réalité des choses et des idées. C'est bien la poésie. C'est peut-être dans cet esprit-là, c'est parce que je suis poète, que mon livre, même si il donne l'apparence de relater l'histoire, ne s'est pas vraiment accroché à l'histoire. Il s'est accroché à ces gens insignifiants qui traversent l'histoire, qui la font, qui souvent ils sont sacrifiés, dont on n'en saura jamais rien, qui ont peut-être traversé notre vie, nous les avons connus, nous les avons vus. Les petites gloires, non, je dirais plutôt c'est les grandes gloires qui auront de petites considérations dans l'histoire avec un grand H. Parce que l'histoire avec un grand H sera toujours écrite par les vainqueurs. Et les vainqueurs, ce n'est pas évident que ce soit ceux qui auront mis le prix le plus grand. C'est peut-être pour cela que mon livre, au début, au point de départ, parce qu'il a vraiment été commencé à être écrit en 2011, avait commencé avec les images des réfugiés, des citoyens qui devaient quitter leur pays, qui se retrouvaient exilés dans d'autres pays, qui avaient cru en des démocraties, en des lieux, en des combats, en des luttes, en sacrifiés, et qui à la fin ont été sacrifiés et ont dû faire preuve de beaucoup de génie pour sauver les leurs, pour sauver leur vie, et dont l'histoire ne parlera jamais. C'est peut-être en m'accrochant à cette image-là qu'a été lancée la première idée de mon livre. Mais après, à la longue, des souvenirs me sont revenus, des souvenirs de mon propre pays, de notre propre histoire. Et j'avais commencé à penser à mon époque, à moi, celle que j'ai vécue comme étant la plus importante, celle où j'étais jeune. Et je vois qu'il y a des jeunes dans le public, donc vous devez vous reconnaître vous aussi, parce que vous êtes en train de vivre une période que j'ai vécue à votre âge. À cette époque-là, donc les années 88, 90, où j'étais investie dans le terrain, où je pensais bâtir de grandes choses et je pensais m'investir. J'avais commencé par là, mais ça ne s'arrêtait pas à ça. À partir de là, des portes se sont ouvertes. Des portes se sont ouvertes vers un passé qui explique pourquoi j'en étais arrivée à mon âge, à mes 20 ans, dans le passé. Et des portes se sont ouvertes plus tard dans le futur, ce qui est pu devenir ce moi. Donc, je me suis accrochée dans ce roman à essayer d'imaginer ce que peut être chacun d'entre vous, moi compris, dans ces grands événements qui secouent le monde et où nous sommes de minuscules petites choses, parfois sans importance, mais où nous avons toute notre importance par rapport à notre engagement personnel, par rapport aux nôtres, par rapport aux petites choses que nous faisons qui n'auront aucune place dans l'histoire, mais qui en réalité ont été les plus déterminantes. Je pense que d'une certaine façon, j'ai essayé dans ce livre, mais sans me rendre compte, peut-être c'était involontaire, j'ai essayé dans ce livre de redonner une voix aux sans-voix de l'histoire.
avec un grand H, en racontant les petites histoires et essayer d'intéresser aussi à travers ces petites histoires les gens aux événements cruciaux de mon pays. Voilà. Pour vous donner un petit peu une idée, sur le roman, j'ai choisi quelques petits passages. Je ne sais pas si c'est les bons, mais si j'ai fait le bon choix, au fond, j'aurais aimé vous le lire en entier. Mais c'est pas grave. Je vais me contenter de quelques petits passages qui pourront vous donner une idée. Dans ce passage-là, nous avons, sans citer, sans avoir besoin d'entrer dans les détails, le passage en lui-même est, je pense, parlant. Combien coûte un rêve, Leïla? Mais un rêve n'a pas de prix, Nassim. Si tu devais y mettre un prix, j'y mettrais tout ce que je possède. Tu vois? Donc, pour nous offrir les mêmes rêves, nous devons pouvoir y mettre le même prix. Penses-tu que toi et un pauvre puissiez être en lice pour un même rêve et en toute équité? Je ne sais pas si le passage vous permet d'aborder un petit peu l'idée générale du roman. Je passe à un autre. Aussi furent-ils choqués les premiers instants de l'instauration de la démocratie, et plus spécialement du multipartisme. Des discours liberticides se propageaient parmi certains, ayant marché avec eux contre une même absence de liberté. Ces paroles n'étaient pas nouvelles, mais elles se décomplexaient au fur et à mesure qu'elles se libéraient. Peu à peu, elles occupèrent le terrain et imposèrent de nouvelles préoccupations aux gens. Le plus capital ne devenait plus l'acquisition des libertés, mais les pratiques religieuses des uns et des autres, et la dissolution des mœurs. Bientôt, l'atmosphère devint électrique. Elle comprit brutalement que la dictature n'avait pas disparu. Elle reprenait des forces et préparait sa mue. Elle se présenterait sous une autre forme, autrement plus oppressive et sûrement plus sanglante. Je pense que ceux qui ont vécu mon époque peuvent reconnaître un petit peu la période. Je passe à un troisième, c'est des chapitres que je vous lis. Sa mère aurait voulu le voir marié avant de partir. Une misère unie à une autre pour engendrer l'indigence, pensa-t-il sans le lui dire. Dieu y pourvoira, lui avait-il dit, semblant deviner ses pensées. Même Dieu a été pris en otage. Il ne peut plus satisfaire qu'aux vœux de ceux qui le détiennent. D'ailleurs, il prétend bientôt le présenter aux élections. Son jeune voisin, en effet, s'était enrichi proportionnellement à la longueur de sa barbe. Une tache brune commençait à auréoler son front au-dessus de ses yeux soulignés de col. Il souriait à chaque fois qu'il croisait, Bouzid attendant que la Révolution lui offre enfin cet appartement pour épouser Zina. Lui parut un vrai imbécile. Il imagina Bouzid changeant définitivement de tactique et se tournant vers les faiseurs de miracles, désabusés par les broyeurs de rêves. Il avait une affection particulière pour ce petit jeune, même s'il le devinait déjà fossoyeur d'un legs moribond. Zina est partie, Emma, et je suis Bouzid, le mécréant, orphelin d'un pays, exclu d'un paradis. Je suppose aussi que ceux qui ont connu ma période peuvent deviner la période dont je parle. Aux plus jeunes, vous n'avez qu'à acheter le livre. Quand j'étais là-haut, elle désigna les hauteurs surplombant le centre. Il se garda de lui préciser qu'elle se trompait de direction, comprenant que pour elle, toutes les montagnes accidentées et broussailleuses se ressemblaient et recelaient le danger. Je regardais les autres filles prisonnières comme moi, et je me disais que si nous étions toutes décidées à nous sauver, que si en bas les nôtres voulaient nous récupérer vraiment, nous serions plus forts et ces monstres seraient vaincus. Mais voyez-vous, docteur, aucun homme n'a pu nous sauver quand d'autres hommes sont venus nous agresser. Et maintenant, nous sommes un poids pour eux. Ils nous détestent. Tous les nôtres auraient voulu qu'on meure, plutôt que je fasse ce que j'ai fait. Et le plus beau docteur, ce sont les femmes qui m'en veulent le plus.
Pour elle, j'ai cessé d'être une femme. Ce passage-là me tient à cœur. Je le dédie spécialement aux détenus qui pensent dans la voie la plus forte, la plus solide et sans doute la plus porteuse est celle de leur mère, qui les attendent dehors. Et si ces mères-là disparaissent un jour, il y a les détenus qui resteront après elles. Il attendait impuissant le retour de ce que jusqu'à aujourd'hui lui avait semblé évident, naturel et immuable. Il avait fini par en oublier l'importance, les mots de sa mère. Ces mots l'ennuyaient parfois par leur acharnement à donner vie et importance au moindre événement anodin. Même sa fameuse phrase « Dieu il pourvoira » qui le mettait hors de lui quand il était vraiment désespéré. Comme il se sentait seul, abandonné, orphelin, sans les mots de sa mère. Quand il était en prison, cela lui manquait bien sûr, mais sans ce déchirement. Il savait que dehors, les mots de sa mère parlaient de lui et réduisaient les barreaux à l'incapacité d'effacer son existence. Les mots de sa mère maudissaient ses bourreaux et s'élevaient en prière auxquelles aucun Dieu ne pouvait demeurer insensible. Les mots de sa mère lui ouvraient un univers où il était la personne la plus importante. Et voilà qu'il s'était tué, prisonnier derrière un regard vide. Je vous lis le dernier passage et je vous remercie de votre patience et après on pourra passer à autre chose. Ce passage-là, je le dédie à ma génération. Et celle d'un peu avant, mais notre génération, post-indépendance, avant aujourd'hui. Donc, plus jeunes, nous étions arrivés trop tôt. Nous n'avions pas connu la guerre et la paix n'était pas encore là. Qu'allait-il faire de nous? Il n'avait pas encore réglé toute cette période. Aujourd'hui, nous arrivons trop tard. Regarde ces jeunes. Nous ne sommes ni comme eux, ni comme ceux qui nous ont précédés. Nous sommes la génération invisible, la génération inutile. Ce pays n'aime pas les jeunes, les gens d'âge moyen. Il lui rappelle trop ses désillusions, ses rendez-vous ratés. Bon, j'ai fini, sinon je pourrais vous lire tout le livre. Je préfère mieux que vous l'achetiez. Donc, comme vous pouvez comprendre, mon livre a fonctionné comme des portes qui s'ouvrent d'une période à une autre. Il a essayé de trouver dans le passé, c'est-à-dire la guerre d'indépendance et le colonialisme, et dans le futur, c'est-à-dire les mouvements de foule qui nous secouent aujourd'hui, un lien qui peut expliquer nos erreurs, peut-être celles de notre période, nos désillusions peut-être, et pourquoi nous devons encore y croire en ce pays. Parce que souvent, nous avons été droit vers le mur. Et souvent, nous avions su faire la manœuvre pour nous en sortir. Mais je crois qu'il faudra qu'on arrive à un temps où il faudra essayer d'éviter les murs et d'apprendre à conduire plutôt. Donc voilà pour la présentation de mon livre. Je ne sais pas si ça vous donne envie de le lire, je ne sais pas si ça vous donne une idée, je ne sais pas si je ne dois pas vous lire la dernière phrase qui ferme mon livre, peut-être pour vous donner une idée de l'atmosphère finale du livre. Pour les amoureux de l'histoire pure, avec un grand H, ce n'est pas un livre d'histoire. Je n'ai mis ni de date, ni même songé à les respecter. Pour ceux, par contre, qui accordent beaucoup d'importance au côté humain, qui voudraient se retrouver en tant qu'être humain dans les passages qu'ils voient et que parfois ils ne saisissent pas forcément, je pourrais dire que c'est un livre à lire. Donc, la dernière phrase du livre qui clôture.
Donc, il y a un personnage clé dans le livre, c'est celui de la mère. C'est Nafatma. Et c'est par elle que se termine le livre. Le dernier paragraphe du livre, c'est Nafatma n'avait oublié personne. Sa dernière prière avait rassemblé tous ceux qui habitaient sa mémoire. Ils étaient tous là, ceux morts, ceux ne voulant plus vivre, ceux rêvant encore de changer les choses, ceux que le pays pourtant si vaste ne semblait pas pouvoir contenir. Mais Nafatma n'en démordait pas. Dieu y pourvoira, furent ses dernières paroles. Voilà. Bon. Les personnages de mon livre sont des étudiants de mon époque, donc pas la vôtre, donc les vieux de votre époque, vous les jeunes, donc les étudiants de mon époque qui étaient habités par une forme de révolte, venant tous de milieux différents. Je suis partie du milieu de chacun pour étudier l'histoire passée coloniale à partir du milieu qui a donné le riche, le pauvre, le miséreux, le politique et tout cela. Donc c'est les personnages principaux. On les retrouve, ils se séparent, ils sont séparés par les aléas de la vie. On les retrouve rassemblés plus tard et jusqu'à une séparation par plus fort que... Mais bon, c'est des personnages que j'ai utilisés surtout pour raconter l'histoire du pays. Voilà.